Cette nuit d'orage, cette nuit où la pluie fouettait les vitres du manoir, Antoine de Valois hurla « Dehors !» à Sophie Dubois, sa servante enceinte, plantée au milieu du hall d'entrée. Il ne savait pas qu'il répétait, à cet instant précis, la plus grande tragédie de son âme. Une tragédie vieille de 2 siècles. Une promesse non tenue. Un enfant qui n'avait jamais vu le jour. Si jamais vous avez eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer, si vous avez déjà ressenti cette connexion inexplicable avec un étranger, alors cette histoire va résonner. Dans les recoins les plus profonds de votre être, Sophie Dubois avait 28 ans, 7 mois de grossesse, et à cet instant précis, elle était mise à la porte, privée de la seule source de revenus qu'elle avait réussi à trouver ces 3 derniers mois. La pluie tambourinait contre les vitraux du manoir de Valois, comme si l'univers lui-même protestait contre ce qui était en train de se produire. Antoine pointa la porte d'un doigt rigide, les yeux durs comme de la pierre. « Vous m'avez menti, dit-il d'une voix glaciale. Vous avez caché votre grossesse pour obtenir cet emploi. Dehors. » Sophie serrait son ventre à 2 mains, tremblante, non pas de froid, mais de peur, de désespoir et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à nommer. « S'il vous plaît, monsieur, murmura-t-elle. Je n'avais pas le choix. Personne n'embauche une femme enceinte. J'avais besoin de travailler. » Antoine ferma les yeux un instant. Quelque chose en lui hurlait. Pas les mots qui sortaient de sa bouche. Quelque chose de plus profond, de plus ancien. Une voix qui semblait venir d'un autre temps. « Cela ne change rien, dit-il, forçant sa voix à rester froide. Un mensonge reste un mensonge. Je veux que vous soyez partis dans 10 minutes. » Sophie recula d'un pas. La lumière du lustre en cristal illumina son visage. Et Antoine eut l'impression que quelqu'un venait de lui enfoncer un couteau dans la poitrine. Il connaissait ce visage. Non, il ne le connaissait pas. Il venait de rencontrer Sophie 3 mois plus tôt, quand elle s'était présentée à la porte pour demander un emploi. Mais quelque chose dans ce visage, dans ses yeux marrons remplis de larmes, avait fait battre son cœur d'une manière qui n'avait aucun sens. Antoine était un homme d'affaires, froid, calculateur. Il y a 3 ans, il avait perdu sa femme et son jeune fils dans un accident de voiture. Depuis, il s'était refermé sur lui-même, interdisant toute émotion, toute connexion humaine. Mais Sophie, dès le premier jour, dès le premier instant où elle avait franchi la porte du manoir, Antoine avait ressenti quelque chose d'étrange, une familiarité impossible, comme s'il la connaissait déjà, d'un endroit qu'il ne parvenait pas à se rappeler. Maintenant, la voyant là, enceinte, les larmes coulant sur son visage, sur le point d'être jeté sous la pluie, Antoine luttait contre une force intérieure qui lui ordonnait de s'arrêter, qui lui ordonnait de courir vers elle et de la serrer dans ses bras, qui lui ordonnait de dire « Restez, s'il vous plaît, restez ». Mais sa raison l'emporta. « Vous m'avez menti », répéta-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ment. » Sophie acquiesça, vaincue, essuya ses larmes du revers de la main et commença à marcher vers l'escalier pour aller chercher ses affaires. C'est alors que cela se produisit. En passant près d'Antoine, elle trébucha sur un pli du tapis. Par réflexe, Antoine tendit la main et attrapa son bras pour l'empêcher de tomber. Le contact dura moins de 2 secondes. Mais en ces 2 secondes, le monde d'Antoine de Valois s'écroula. Un courant électrique parcourut son bras. Ce n'était pas une sensation métaphorique, c'était réel, physique, comme si la foudre avait traversé son corps. Et alors vint la vision, pendant une fraction de seconde, qui lui parut durer une éternité. Antoine n'était plus dans le hall de son manoir. Il était ailleurs,
À une autre époque, une chambre humble, des murs en pisé, une femme allongée sur un lit simple, le ventre gonflé de grossesse, le visage déformé par la douleur, le visage de Sophie. Non, ce n'était pas Sophie. C'était quelqu'un qui ressemblait trait pour trait à Sophie, mais portait des vêtements d'une autre époque, des cheveux coiffés différemment. Mais les yeux étaient les mêmes. Et il y avait du sang, beaucoup de sang. Antoine lâcha le bras de Sophie comme s'il s'était brûlé. Il tituba en arrière. La respiration irrégulière, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il, plus pour lui-même. Sophie le regarda, confuse. « Monsieur va bien ?» Antoine ne répondit pas. Il n'en était pas capable. L'image était encore imprimée dans sa mémoire. La femme enceinte, le sang, les yeux identiques à ceux de Sophie. « Allez, dit-il, la voix rauque. Allez-vous-en, maintenant. » Sophie hésita. Il y avait quelque chose de différent dans son ton. Ce n'était plus de la colère froide. C'était de la peur. « Monsieur Antoine !»« Maintenant !» hurla-t-il. Sophie monta les escaliers en courant. Antoine s'appuya contre le mur, essayant de contrôler sa respiration. Ses mains tremblaient. Qu'est-ce que c'était que ça? Une hallucination? Du stress? Il travaillait trop ces derniers temps. Ce ne pouvait être que ça. Mais l'image ne quittait pas sa tête. La femme enceinte mourant, les yeux de Sophie. Antoine ferma les yeux et serra ses tempes. « J'ai besoin d'un cognac, » murmura-t-il, « et d'un psychologue. » Un quart d'heure plus tard, Sophie apparut en haut de l'escalier, avec une petite valise. Toute sa vie tenait dans cette valise. Elle n'avait pas de famille. Son petit ami l'avait abandonnée lorsqu'il avait découvert sa grossesse. Elle était seule au monde, et maintenant, elle était jetée à la rue, sous la pluie, enceinte de 7 mois. Elle descendit l'escalier lentement, chaque marche une sentence. Arrivée dans le hall, Antoine était de dos, regardant la tempête à l'extérieur. Sophie s'arrêta près de la porte. « Merci pour ces 3 mois, » dit-elle à voix basse. « Je jure avoir travaillé honnêtement tant que j'ai été ici. » Antoine ne se retourna pas, ne répondit pas. Sophie ouvrit la porte. Le vent fit entrer des gouttelettes de pluie. Le froid la fit frissonner. C'est alors que la voix d'Antoine brisa le silence. « Attendez. » Sophie se figea, se retourna lentement. Antoine était toujours de dos, mais ses épaules étaient tendues, ses mains serrées en poing le long de son corps. « Cette marque sur votre poignet, » dit-il, la voix étrange. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie regarda son propre poignet gauche. Il y avait une tache de naissance là, une marque à la forme particulière, presque comme un croissant de lune avec une ligne qui le traverse. « C'est une tache de naissance, » répondit-elle, confuse. « Je l'ai depuis ma naissance. »« Pourquoi ?» Antoine finit par se retourner. Son visage était pâle comme de la cire. « Parce que je rêve de cette marque, » dit-il, « chaque nuit, depuis 3 mois. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pas de froid, de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Comment ça ?» demanda-t-elle. Antoine fit un pas vers elle, puis un autre. Ses yeux étaient fixés sur la marque sur le poignet de Sophie. « Depuis le jour où vous êtes arrivés dans cette maison, » dit-il, la voix presque un murmure. « Je fais le même rêve toutes les nuits. Une femme enceinte, une chambre ancienne, et moi, embrassant cette marque, cette exacte marque, sur son poignet. La pluie rugissait à l'extérieur, le vent faisait trembler les vitraux.
Sophie ne parvenait pas à bouger. « Ça n'a aucun sens, dit-elle. « Je sais, répondit Antoine. Rien de tout cela n'a de sens. Mais quand j'ai touché ton bras maintenant, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. » Sophie déglutit difficilement. Quel genre de choses? Antoine ouvrit la bouche pour répondre, mais il n'y parvint pas. Comment pouvait-il expliquer? Comment pouvait-il dire qu'il avait vu une femme identique à elle, dans un autre siècle, mourant en couche? Il secoua la tête. « Va-t'en, dit-il. » Mais sa voix avait perdu toute l'autorité d'avant. « Juste, va-t'en. » Sophie hésita. Tout en elle lui disait de partir. Cet homme était étrange. Cette situation était impossible. Cette maison était hantée par quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenaient. Mais quelque chose de plus profond la retenait là. Une connexion qui transcendait la logique. Une familiarité impossible. Une sensation qu'elle avait déjà été là. Pas dans ce manoir spécifiquement, mais avec lui, avec cet homme, dans une autre époque à laquelle son esprit conscient ne pouvait accéder. « Monsieur Antoine, dit-elle, la voix tremblante, moi aussi je ressens ça. Depuis le premier jour. » Antoine leva les yeux. « Ressentez quoi? »« Cette connexion, dit Sophie, comme si je vous connaissais d'un endroit, comme si nous nous étions déjà rencontrés. Je sais que ça semble fou. Je sais que je vous ai rencontré il y a seulement 3 mois, mais elle ne put terminer. » Antoine la fixait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez personne. Un mélange de terreur, de fascination et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Le bébé bougea en elle, un coup fort contre son ventre, et à ce moment précis, Antoine sentit comme si quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Il chancela, la main volant vers son propre abdomen. L'image revint à nouveau. Plus forte cette fois, la femme enceinte dans la vieille chambre. Mais maintenant, il y avait plus de détails. Un homme agenouillé à côté d'elle. Un homme en uniforme militaire ancien, taché de sang. Le visage de l'homme était le sien. Non, ce n'était pas lui. Il était différent. Cheveux plus longs, barbe, mais les yeux étaient identiques et la femme enceinte tenait la main de l'homme, criant « Gabriel, ne me quitte pas, tu as promis !» Antoine tomba à genoux dans le hall du manoir. Sophie cria et courut vers lui. La valise oubliée sur le sol. « Monsieur Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» Antoine parvenait à peine à respirer. La vision était partie, mais les mots résonnaient encore dans son esprit. « Gabriel, ne me quitte pas. Tu as promis. » Qui était Gabriel? Pourquoi la femme de la vision criait-elle ce nom? Pourquoi sentait-il comme si ce nom lui appartenait, cette nuit-là? Sophie ne partit pas, non pas parce qu'Antoine avait changé d'avis sur son licenciement, mais parce qu'il s'était évanoui là, dans le hall, et elle ne pouvait pas simplement le laisser là et partir. Madame Brigitte, la gouvernante qui travaillait au manoir depuis 40 ans, arriva en courant quand elle entendit le bruit. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle, en voyant Antoine allongé sur le sol et Sophie agenouillée à côté de lui. « Que s'est-il passé ?»« Il s'est évanoui, » dit Sophie. « Je ne sais pas. Il a commencé à dire des choses étranges et ensuite il est simplement tombé. » Madame Brigitte regarda Sophie avec une expression particulière. Ses vieux yeux semblaient de voir au-delà des choses. Ils semblaient garder des secrets de décennies. « Aidez-moi à le porter jusqu'au canapé, » dit-elle. Ensemble. Elles réussirent à traîner Antoine jusqu'au salon et à le poser sur le grand canapé en cuir. Sophie écarta les cheveux qui tombaient sur le visage d'Antoine, sans réfléchir, par pur instinct. Et quand ses doigts touchèrent le front d'Antoine, un autre courant électrique la parcourut. Cette fois, c'est elle qui vit un jardin immense avec des fleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant, un soleil chaud et un homme devant elle,
Un homme en uniforme militaire, souriant à elle avec les yeux d'Antoine. « Je t'ai retrouvé. »« Ma Camille, » dit l'homme. « Enfin, je t'ai retrouvé. » Sophie retira sa main du front d'Antoine, comme si elle avait été brûlée. Madame Brigitte l'observait en silence. « Vous avez vu quelque chose ? N'est-ce pas ?» dit la vieille gouvernante. Ce n'était pas une question. Sophie la regarda, le cœur battant à tout rompre. « Comment ? Comment savez-vous » Madame Brigitte soupira. « Parce que ce n'est pas la première fois, dit-elle. Cette maison garde des secrets, ma petite. Des secrets de 200 ans. La tempête continuait de frapper contre les fenêtres. Et quelque part dans les profondeurs du manoir de Valois, une vieille horloge commença à sonner minuit, comme si le temps savait que quelque chose était sur le point d'être révélé, quelque chose qui était resté enterré pendant 200 ans, quelque chose qui connectait ce millionnaire froid et cette servante enceinte d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pourrait imaginer. Si vous ressentez des frissons maintenant, si cette sensation que cette histoire va vers des endroits que vous n'attendez pas vous domine, laissez un « j'aime », parce que ce qui va suivre va changer tout ce que vous pensez des connexions inexplicables. Madame Brigitte s'assit dans le fauteuil en face du canapé où Antoine continuait d'être inconscient. « Asseyez-vous, ma petite, » dit-elle à Sophie. « Ce que je vais vous raconter n'est pas facile à entendre, et encore moins à croire. » Sophie ne voulait pas s'asseoir. Elle voulait partir. Elle voulait oublier cette nuit folle et ces visions impossibles et cet homme qui l'avait renvoyée, mais qui maintenant semblait aussi connecté à elle que son propre bébé. Mais ses jambes se sont mises en mouvement contre sa volonté. Elle s'assit. Madame Brigitte regarda Antoine endormi. Son regard était celui de quelqu'un qui voyait beaucoup plus qu'un homme évanoui sur un canapé. « Cette maison a été construite en 1830, commença-t-elle. Mais sur le terrain où elle se trouve, il y avait avant une autre construction, une hacienda espagnole de l'époque coloniale. » Sophie écouta en silence. Le bébé bougea en elle, comme s'il voulait aussi écouter. « Dans cette hacienda, » continua Madame Brigitte, « vivait une famille espagnole très riche. Le propriétaire de l'hacienda avait une fille magnifique, dit-on, prénommée Camille. » Sophie sentit un frisson en entendant ce nom. Camille. Le même nom que l'homme de la vision avait prononcé. « Je t'ai retrouvé. »« Ma Camille, c'était en 1820, continua Madame Brigitte. Le Mexique était en guerre pour son indépendance. Les insurgés se battaient contre les Espagnols. Et l'un de ces insurgés, un jeune soldat nommé Gabriel, fut blessé lors d'une bataille près de l'hacienda. Sophie ne parvenait plus à respirer. Gabriel. Le même nom que la femme dans la vision d'Antoine avait crié « Gabriel, ne me quitte pas. Tu as promis. » Camille trouva Gabriel caché dans les écuries, dit Madame Brigitte. Il était presque mort. Elle aurait dû le livrer à son père. Elle aurait dû laisser les soldats espagnols tuer cet insurgé. Mais quelque chose l'en empêcha. Sophie savait ce que c'était ce quelque chose. La même chose qui l'empêchait de quitter cette maison maintenant. Elle prit soin de lui en secret pendant des semaines, continua Madame Brigitte. Et pendant ces semaines, ils tombèrent amoureux. La pluie frappait contre les fenêtres comme des applaudissements de l'univers, ou comme des larmes. Le père d'Antoine a découvert, dit Dona Mercedes, la voix plus basse à présent. Et il a découvert aussi qu'elle était enceinte. Sophie porta la main à son propre ventre, enceinte d'un insurgé, continua la vieille gouvernante. Le père d'Antoine est devenu fou. Il a ordonné d'exécuter Gaspard devant elle. Il l'a obligée à assister. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne connaissait pas ces gens. Elle n'avait aucun lien avec cette histoire. Mais les larmes venaient quand même, comme si son corps se souvenait de ce que son esprit avait oublié. « Gaspard est mort d'une balle dans la poitrine gauche, » dit Dona Mercedes. « Exactement ici.
Elle montra le côté gauche de sa propre poitrine. Et avant de mourir, continua-t-elle, il a dit quelque chose à Antoine. Une promesse. Sophie déglutit difficilement. Quelle promesse? Donna Mercedes la regarda dans les yeux. Je te retrouverai dans chaque vie. Et quand je te retrouverai, notre enfant vivra cette fois. Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent sembla s'arrêter de souffler. Même la pluie sembla cesser de tomber. Sophie finit par trouver sa voix. Et qu'est-il arrivé à Antoine? Et au bébé? Donna Mercedes baissa les yeux. Antoine est mort en couche, seul. Son père l'avait enfermée dans une chambre quand il a découvert qu'elle avait essayé de fuir. Elle a accouché sans aucune aide et elle est morte en serrant son ventre, en appelant Gaspard. Sophie sentit un sanglot monter dans sa gorge. Et le bébé, mort-né, dit Donna Mercedes, un garçon, avec une tache de naissance sur la poitrine gauche, exactement comme la blessure qui a tué son père. Le monde s'arrêta de tourner. Sophie sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Une tache de naissance sur la poitrine gauche, comme la blessure. Elle regarda Antoine, toujours inconscient sur le canapé, et lentement, avec des mains tremblantes, elle ouvrit les premiers boutons de sa chemise. Là, elle était. Une tache de naissance, sur la poitrine gauche, en forme de cercle irrégulier. Exactement là où une balle entrerait si quelqu'un était exécuté de face. Donna Mercedes observait en silence. « J'ai vu cette marque quand il était bébé », dit la vieille gouvernante. « Quand je suis arrivée dans cette maison, il y a 40 ans. Antoine avait seulement 2 ans. Et sa nourrice m'a montré cette marque, en disant que c'était la chose la plus étrange qu'elle ait jamais vue. Ça ressemblait à une cicatrice. Mais il était né avec. » Sophie ne parvenait pas à détourner les yeux de la marque. Sa main, sans qu'elle s'en rende compte, alla vers elle, et quand ses doigts touchèrent cette tache de naissance sur la poitrine d'Antoine, elle vit tout. Elle vit un jardin colonial. Elle vit un homme en uniforme d'insurgé se faire traîner par des soldats espagnols. Elle vit une femme enceinte criant, essayant de l'atteindre, retenue par des serviteurs. Elle vit l'homme être mis à genoux devant un mur. Elle vit la femme enceinte le regarder dans les yeux, les larmes coulant sur son visage. Elle vit les lèvres de l'homme bouger. « Je te retrouverai dans chaque vie. » Elle vit la femme crier quand le coup de feu retentit. Elle vit le sang, elle vit le corps tomber et elle se vit elle-même, parce que la femme enceinte, c'était elle. Ce n'était pas Sophie Dubois, c'était Antoine, fille de l'haciendero espagnol, amante d'un insurgé, mère d'un bébé qui ne naîtrait jamais, mais c'était elle. La même âme, le même visage, les mêmes yeux qui se remplissaient maintenant de larmes dans le salon d'un manoir en plein 21e siècle. Sophie tomba assise sur le sol, incapable de se tenir debout. Elle savait, d'une certaine manière, elle savait que c'était vrai. Ce n'était pas une légende, ce n'était pas une histoire de famille. C'était un souvenir d'il y a 200 ans. Un souvenir d'une autre vie, et l'homme évanoui sur ce canapé, le millionnaire froid qui l'avait renvoyé sous la pluie, était le même homme qui avait été exécuté devant elle 200 ans plus tôt, le même homme qui avait promis de la retrouver dans chaque vie, le même homme dont elle portait l'enfant. Non, ça n'avait pas de sens. Le bébé était du petit ami qui l'avait abandonné. Ça n'avait rien à voir avec Antoine. Mais la tache de naissance, la promesse. Notre enfant vivra cette fois. Sophie regarda son propre ventre. Et pour la première fois, elle commença à se demander si l'enfant qui grandissait en elle était vraiment juste une coïncidence. Ou si l'univers avait des plans beaucoup plus grands que quiconque ne pourrait l'imaginer.
Antoine commença à bouger sur le canapé. Donna Mercedes se leva. « Ne lui raconte rien, dit-elle à Sophie. Pas encore. Il doit le découvrir seul. Il doit s'en souvenir de lui-même. Sinon, il ne croira jamais. Mais je dois partir, dit Sophie. Il m'a renvoyé. Donna Mercedes sourit, un sourire triste, plein de secrets. Tu ne vas nulle part, ma fille. Tu as essayé de partir il y a 200 ans. Tu as vu ce que ça a donné. Sophie voulut protester. Mais Antoine ouvrit les yeux, et quand son regard croisa le sien, ils sentirent tous les deux la connexion, la familiarité impossible, la sensation qu'ils s'étaient déjà regardés ainsi avant, plusieurs fois, dans plusieurs vies. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura Antoine, en essayant de s'asseoir. « Vous vous êtes évanoui, » dit Sophie. « Je partais, mais je n'ai pas pu vous laisser comme ça. » Antoine la regarda Donna Mercedes, regarda la pluie qui tombait encore dehors. Et quelque chose changea dans son visage. « Vous restez, » dit-il à Sophie, « jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe ici. Vous restez. » Ce n'était pas une demande, c'était une nécessité. Et Sophie, contre toute logique, contre toute raison, acquiesça, parce que quelque chose en elle avait besoin de rester aussi, besoin de découvrir, besoin de se souvenir. Cette nuit fut la première de nombreuses nuits où aucun des deux ne parvint à dormir. Antoine resta dans son bureau, à regarder le vide, en essayant de traiter les visions qu'il avait eues. Sophie resta dans la chambre d'amis que Donna Mercedes avait préparée pour elle, la main sur son ventre, sentant le bébé bouger, et se demandant quel secret cet enfant portait. Et à l'aube, quand la pluie cessa enfin et qu'un silence pesant s'installa sur le manoir, Antoine fit le cauchemar qui changerait tout. Il était dans une pièce sombre, une pièce avec des murs d'adobe et une seule bougie allumée. Une femme était allongée sur un lit simple, le ventre immense, le visage tordu de douleur. C'était Sophie. Non, c'était Antoine. Mais c'était la même personne. Elle criait. Du sang tachait les draps. Et elle criait un nom. Gaspard, Gaspard, tu as promis que notre enfant vivrait. Antoine essaya de se diriger vers elle, essaya de l'aider. Mais ses pieds étaient pris dans le sol. Il ne pouvait qu'assister. Assister pendant qu'elle accouchait seule, assister pendant que le bébé naissait en silence, sans pleurs, sans mouvement, assister pendant qu'elle serrait le corps inerte de son fils contre sa poitrine et pleurait. Et alors, elle le regardait directement. « Tu as promis, » murmurait-elle, « tu avais promis de me retrouver et que notre enfant vivrait. » Antoine se réveilla en hurlant. « Catalina !» Le nom jaillit de sa bouche avant qu'il ne puisse l'en empêcher. Un nom qu'il n'avait jamais entendu avant cette nuit. Un nom qui ne devrait rien signifier pour lui, mais qui signifiait tout. Il était trempé de sueur. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à s'extraire de sa poitrine. Et la certitude qui s'installa en lui était inébranlable. La femme du rêve était réelle. La femme du rêve était Sophie. Et lui, d'une manière ou d'une autre, était Raphaël, l'homme qui avait promis de la retrouver dans chaque vie, l'homme qui avait promis que leur enfant vivrait. Antoine regarda par la fenêtre de sa chambre. L'aube commençait à éclaircir l'horizon, et il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller d'un rêve, avec une telle certitude qu'il était réel, que vous n'arriviez pas à croire qu'il n'avait été qu'un rêve? Si vous avez déjà ressenti ça, écrivez-le en bas dans les commentaires. Parce que ce qu'Antoine découvrit après ce cauchemar va vous faire remettre en question tout ce que vous savez sur la mémoire et la réincarnation.
dans les semaines qui suivirent. Antoine tenta d'ignorer ce qui s'était passé cette nuit-là. Il tenta de se convaincre que ce n'était que du stress, une surcharge de travail, l'anniversaire de la mort de sa femme et de son fils approchant. Son esprit lui avait joué un tour. Mais les rêves continuaient, toutes les nuits, sans exception. Il rêvait de Catalina. Parfois, c'étaient des rêves doux, des promenades dans les jardins, des baisers cachés dans les écuries, des promesses murmurées à la lumière des bougies. Parfois, c'étaient des cauchemars, l'exécution, le sang, les cris. Et chaque matin, Antoine se réveillait avec le nom de Catalina sur les lèvres. Catalina, un nom qu'il n'avait jamais entendu avant de connaître Sophie. Un nom qui semblait maintenant plus familier que le sien propre. Sophie continuait à travailler au manoir de Valois. Antoine avait décidé qu'elle resterait jusqu'à ce qu'il découvre ce qui se passait, ou jusqu'à ce qu'il se prouve à lui-même que rien ne se passait et qu'il était simplement en train de devenir fou. Mais plus il passait de temps près d'elle, pire c'était. Pas pire dans le mauvais sens. Pire dans le sens où la connexion s'intensifiait chaque jour. Antoine commença à remarquer des choses qu'il n'avait pas remarquées avant. La façon dont Sophie bougeait les mains quand elle parlait, identique à une femme dans ses rêves. La façon dont elle inclinait la tête quand elle écoutait quelque chose d'intéressant, identique. Le sourire triste qu'elle esquissait quand elle pensait que personne ne regardait, identique. C'était comme s'il vivait avec deux femmes en même temps. Sophie, la servante enceinte du XXIe siècle, et Catalina, la fille de l'haciendado espagnol d'il y a 200 ans. Et les deux étaient la même personne. Ça n'a aucun sens, murmurait-il pour lui-même, tous les soirs. En se préparant à dormir, la réincarnation n'existe pas. Les vies passées n'existent pas. C'est de la folie. Mais la folie continuait et commençait à se manifester de façon de plus en plus impossible à ignorer. Le premier incident se produisit 3 semaines après cette nuit de tempête. Antoine était dans son bureau en train de travailler quand Sophie frappa à la porte. « Excusez-moi, monsieur, dit-elle. Madame Dubois a demandé de vous prévenir que le dîner sera servi dans 1 heure. » Antoine acquiesça sans lever les yeux. Il essayait de garder ses distances avec elle. Moins il la voyait, moins il penserait à ces choses folles. Mais Sophie ne partit pas. Elle resta plantée sur le seuil, regardant autour du bureau comme si elle cherchait quelque chose. « Un problème ?» demanda Antoine, en levant les yeux. Sophie secoua la tête, confuse. « C'est étrange. Je jure que j'ai déjà été dans cette pièce avant. Pas ces derniers mois. Avant. Bien avant. » Antoine sentit son sang se glacer. « Comment ça ?» Sophie se dirigea vers la grande bibliothèque qui couvrait un mur entier. Ses yeux parcouraient les étagères comme si elle cherchait quelque chose de spécifique. « Je sais que ça va paraître fou, » dit-elle, « mais j'ai la sensation qu'il existe un compartiment secret ici, derrière les livres. » Antoine se leva de sa chaise. « Il n'existe aucun compartiment secret là, » dit-il. « Je connais cette maison depuis toute ma vie. » Sophie l'ignora. Ses doigts commencèrent à tâter les étagères, déplaçant les livres, pressant les coins. Et alors, derrière une collection reliée de romans du XIXe siècle, elle trouva un mécanisme de métal, un petit loquet caché dans le bois. Elle appuya dessus, et l'étagère entière s'ouvrit, révélant un compartiment occulte dans le mur. Antoine resta paralysé. Il habitait dans cette maison depuis sa naissance. Son père avait habité là. Son grand-père avait habité là. Personne, en 3 générations, n'avait découvert ce compartiment. Et Sophie était allée directement à lui, comme si elle savait exactement où il était. Comme si elle y avait déjà été avant.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Demanda Sophie, la voix tremblante. Antoine s'approcha lentement. À l'intérieur du compartiment, il y avait une boîte en bois couverte de poussière. Vieille, très vieille. Il la prit avec précaution et la posa sur la table. La boîte avait un petit cadenas. Lui aussi, très ancien. Antoine tenta de l'ouvrir, mais il était bloqué. « Attendez, » dit Sophie. Elle porta sa main à son cou et tira un cordon qu'elle portait caché sous son chemisier. Au cordon, il y avait une clé petite et rouillée. « D'où sortez-vous ça ?» demanda Antoine. « Elle était dans l'espace que je louais avant de venir travailler ici, » dit Sophie. L'ancien locataire a laissé une boîte d'objets derrière lui. Cette clé était là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais la garder. Elle tendit la clé à Antoine. Ses mains tremblaient quand il la prit. La clé était vieille. Elle semblait dater de siècles. Et elle s'insérait parfaitement dans le cadenas de la boîte. Antoine la tourna. Le cadenas s'ouvrit avec un clic doux, à l'intérieur de la boîte, protégé par du velours délavé. Il y avait un médaillon d'argent. Antoine le prit et le retourna. Sur la partie arrière, il y avait une inscription. « Pour ma Catalina, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. R. » Sophie se mit à pleurer. Pas un pleur doux, un pleur profond, venant de quelque part en elle qu'elle ne savait pas qu'il existait. « Je connais ce médaillon, » dit-elle entre deux sanglots. « Je le connais. Il me l'a donné. La nuit avant de... » Elle ne réussit pas à terminer. Antoine la regarda et sut qu'il ne pouvait plus nier, ne pouvait plus faire semblant que c'était de la folie. Quelque chose se passait, quelque chose d'impossible, quelque chose de réel. Cette nuit-là, pour la première fois, Antoine raconta à Sophie ses rêves. Ils s'assirent dans le salon, la cheminée allumée, le médaillon sur la table basse entre eux. Antoine parla de Catalina, de Raphaël, de l'exécution, de la promesse. Et pendant qu'il parlait, Sophie pleurait, parce qu'elle aussi se souvenait, pas clairement, pas comme des souvenirs complets, mais en fragments, des flashs, des sensations. Elle se souvenait de l'odeur de l'étable, où elle avait caché Raphaël. Elle se souvenait du son des chevaux espagnols s'approchant dans la nuit, où ils avaient été découverts. Elle se souvenait du goût de la peur, quand son père l'avait entraînée pour assister à l'exécution, et elle se souvenait de la promesse. Je te retrouverai dans chaque vie, et quand je te retrouverai, notre enfant vivra, cette fois. Vous pensez que c'est réel ? demanda-t-elle, quand Antoine eut fini de parler. Antoine fixa le médaillon sur la table. Il y a 3 semaines, j'aurais dit que non, que la réincarnation, c'est n'importe quoi, que les vies passées, c'est l'invention de charlatans. Mais maintenant, il leva les yeux vers elle. Maintenant, je ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Je sais que ces choses que je ressens sont réelles. Je sais que cette connexion avec vous est réelle. Et je sais que ce médaillon a existé pendant 200 ans, attendant que nous le trouvions. Sophie toucha son propre ventre. « Et le bébé ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que le bébé a à voir avec ça ?» Antoine hésita. « Dans mes rêves, » dit-il lentement. « Dans mes rêves. Le bébé était mien. Mien et celui de Catherine. Et il est mort, né mort, parce qu'elle a accouché seule, enfermée dans une chambre, après mon exécution. » Sophie serra son ventre, plus fort. « Mais ce bébé n'est pas le vôtre, » dit-elle. « Vous le savez, le père était mon petit ami. Il m'a abandonné. Quand il a découvert que j'étais enceinte, » Antoine acquiesce. « Je sais, rationnellement, je sais, mais quoi ?»
Antoine se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La nuit était claire. Les étoiles brillaient, comme elles avaient brillé pendant des millions d'années. « Quand je vous regarde, dit-il sans se retourner, quand je regarde votre ventre, j'ai l'impression que ce bébé est le mien, pas biologiquement, d'une autre manière, une forme que je ne peux pas expliquer. » Sophie se leva aussi, marcha jusqu'à lui. « Je ressens la même chose, » dit-elle doucement, « depuis que je suis arrivée dans ce manoir. Depuis que je vous ai rencontré, j'ai l'impression que ce bébé est le vôtre, comme s'il avait toujours été le vôtre. » Antoine se tourna pour la regarder. Ils étaient très proches, l'un de l'autre, trop proches pour un patron et une servante, trop proches pour deux personnes qui se connaissaient à peine, mais pas trop proches pour deux âmes qui s'étaient aimées. « Pendant 200 ans, qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura Sophie. Antoine n'avait pas de réponse, mais il savait une chose. Il n'allait pas la perdre, de nouveau. Pas dans cette vie. La découverte du médaillon n'était que le commencement. Dans les jours suivants, Antoine commença à enquêter sur l'histoire de sa famille, avec une obsession qui frôlait la folie. Il passa des nuits entières dans le grenier du manoir, fouillant des caisses anciennes qu'il n'avait jamais ouvertes, des journaux, des lettres, des documents jaunis par le temps, et il trouva un journal de 1825, le journal de son arrière-arrière-grand-mère, la femme qui avait fait construire le manoir actuel sur le terrain de l'ancienne hacienda espagnole. Antoine lut ce journal avec les mains tremblantes. L'arrière-arrière-grand-mère racontait l'histoire de la fille de l'haciendado espagnol qui était tombée amoureuse d'un insurgé, racontait l'exécution, racontait la mort lors de l'accouchement et racontait quelque chose d'autre, quelque chose qui fit le sang d'Antoine se glacer dans les veines. Elle racontait que, avant de mourir, Catherine avait maudit la terre, avait juré qu'elle reviendrait, qu'elle retrouverait Raphaël de nouveau, que son fils naîtrait, coûte que coûte. Et l'arrière-arrière-grand-mère croyait en cette malédiction parce qu'elle-même était née avec une marque étrange sur la poitrine gauche, une marque qui ressemblait à une cicatrice de balle. Antoine ferma le journal et regarda sa propre poitrine, la marque qu'il avait depuis sa naissance, la même marque. Il courut jusqu'à la chambre de Sophie, frappa à la porte avec urgence. Quand elle ouvrit, il demanda, sans préambule, « Votre bébé, avez-vous déjà fait une échographie? Avez-vous vu s'il a une marque ?» Sophie le regarda, confuse. « Une marque? Quel genre de marque ?» Antoine entra dans la chambre. Il était essoufflé. « Écoutez, dit-il, j'ai trouvé des choses. Dans le journal de mon arrière-arrière-grand-mère, des choses sur la malédiction de Catherine, des choses sur une marque de naissance qui apparaît à chaque génération. » Il ouvrit sa propre chemise et montra la marque sur sa poitrine. « Cette marque, dit-il. La même marque que le bébé de Catherine avait, la même marque que mon arrière-arrière-grand-mère avait, la même marque qui apparaît chez un membre de chaque génération, de ma famille. » Sophie pâlit. « Qu'est-ce que vous dites ?» Antoine la regarda dans les yeux. « Je dis que j'ai besoin de savoir si votre bébé a cette marque. Parce que s'il l'a, il ne put pas terminer. S'il l'avait, cela signifierait que la promesse était sur le point d'être accomplie, que le fils de Raphaël et Catherine allait finalement naître 200 ans plus tard,
Sophie porta la main à son ventre. J'ai une échographie prévue, la semaine prochaine, dit-elle. Mais Antoine, c'est de la folie. Les bébés ne naissent pas avec des marques de naissance. Enfin, ils naissent, mais on ne peut pas voir ça à l'échographie. Et elle s'arrêta, parce qu'elle se souvenait de quelque chose. 3 mois plus tôt, lors de sa première échographie, le médecin avait commenté quelque chose d'étrange, avait dit qu'il semblait y avoir une petite tache, sur la zone de la poitrine du bébé. Probablement rien, avait dit le médecin. Une ombre sur l'examen. Nous ferons une autre échographie plus tard, pour confirmer. Sophie n'y avait jamais repensé. Jusqu'à maintenant, il y avait quelque chose, murmura-t-elle. Lors de la première échographie, une tache sur la poitrine du bébé. Antoine sentit le monde tourner, et à ce moment-là, il sut, avec une certitude qui transcendait toute logique. Ce bébé était sien, pas biologiquement, mais d'une manière beaucoup plus profonde. Ce bébé était la promesse. Accompli était le fils qui était mort 200 ans plus tôt, ayant enfin la chance de vivre, étaient Raphaël et Catherine, terminant enfin le cycle. Si vous sentez que cette histoire va vers un endroit impossible, si vous vous demandez comment cela peut être réel, restez avec moi, parce que la preuve définitive arrive. Et quand elle arrivera, vous comprendrez pourquoi certaines connexions ne peuvent pas être expliquées par la science, pourquoi certaines âmes sont destinées à se rencontrer, peu importe combien de vies cela prend. Les jours qui suivirent furent les plus étranges de la vie d'Antoine de Valois. Il n'arrivait plus à travailler, n'arrivait plus à penser aux affaires, aux réunions, aux bénéfices. Son esprit était entièrement consumé par 2 choses, Sophie et le bébé qu'elle portait. Sophie aussi avait changé depuis la découverte du médaillon et du journal. Elle n'était plus seulement une servante, vivant temporairement dans le manoir. Elle était quelque chose d'autre, quelqu'un qui partageait avec Antoine un secret si grand qu'aucun des deux ne savait comment le gérer. Ils passaient des heures à converser, parfois sur des choses mondaines, le travail de Sophie, les affaires d'Antoine, le bébé qui grandissait, mais souvent il s'agissait de l'impossible, de ces rêves qu'ils continuaient à faire, tous les deux, de ces souvenirs fragmentés qui surgissaient à des moments inattendus, de cette certitude croissante qu'ils avaient déjà vécu tout ça auparavant. « Tu as rêvé de quelque chose cette nuit ?» demanda Sophie un matin. Pendant qu'ils prenaient leur café dans la cuisine, c'était devenu un rituel. Le petit déjeuner ensemble, avant que Mère Gisèle ne se réveille, avant que le monde réel n'envahisse cet espace qu'ils avaient créé entre eux. Antoine acquiesça. « J'ai rêvé de l'exécution. »« De nouveau, dit-il. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'ai vu plus de détails. » Quels détails ? Antoine ferma les yeux, essayant de faire revenir l'image. « L'endroit, dit-il. J'ai vu où c'était. C'était une cour. Il y avait une fontaine au centre et un grand arbre à côté. Un arbre avec des fleurs violettes. » Sophie pâlit. « Un lilas des Indes, murmura-t-elle. Antoine ouvrit les yeux. « Quoi ? L'arbre ?» Sophie tremblait. « Ça s'appelle un lilas des Indes. »« Je sais, parce que je me souviens de m'être assise en dessous, avec lui, avec toi, avant que tout n'arrive. »
Comment sais-tu que c'était un lilas des Indes? Parce que dans mon rêve, dit-elle, les larmes commençant à se former. Dans mon rêve, cette nuit, j'étais assise sous un arbre, avec des fleurs violettes, et un homme en uniforme militaire était allongé avec la tête sur mes genoux, et je chantais pour lui une chanson que je ne connais pas, une chanson en vieux français. Antoine sentit un froid lui parcourir l'échine. « Chante », demanda-t-il. Sophie hésita. « Je ne me souviens pas de toute la chanson. Juste un morceau. »« Chante », répéta Antoine. « S'il te plaît. » Sophie ferma les yeux et commença à chanter. Sa voix était douce, tremblante, mais la mélodie était inconnaissable. Antoine connaissait cette chanson. Il ne savait pas comment, il ne savait pas d'où, mais il connaissait. Et quand Sophie arriva au refrain, il se joignit à elle. Ils chantèrent ensemble. Une chanson qu'aucun des deux n'avait entendue auparavant dans cette vie. Une chanson d'il y a 200 ans. Quand ils eurent terminé, ils pleuraient tous les deux. Et tous les deux savaient qu'il n'y avait plus de place pour le doute. C'était réel. Ils s'étaient aimés avant. Et l'univers conspirait pour les réunir, à nouveau. Mais l'univers, comme Antoine allait bientôt le découvrir, ne fait rien gratuitement. Pour que des âmes se retrouvent, pour que des promesses soient tenues. Le destin exige un prix. Et le prix était sur le point d'être payé. Cela arriva 5 jours après ce matin, dans la cuisine. Antoine avait une réunion importante dans le centre-ville. Il avait essayé de la repousser. C'est à plusieurs reprises, mais les investisseurs étaient impatients. Il devait y aller. « Je reviens dans quelques heures », dit-il à Sophie avant de partir. « Si quoi que ce soit, appelle-moi. » Sophie acquiesça. Elle était assise dans le salon, les pieds relevés, la main sur son ventre. Elle était enceinte de 8 mois. Maintenant, le bébé pouvait naître à n'importe quel moment. « Tout va bien se passer, dit-elle. Va régler tes affaires. Je vais bien aller. » Antoine hésita sur le pas de la porte. Quelque chose l'incommodait, une sensation, un pressentiment. Mais il l'ignora. « À plus tard, » dit-il, et il sortit. La réunion s'éternisa pendant des heures. Les investisseurs voulaient des garanties, ils voulaient des chiffres, ils voulaient des promesses. Antoine donnait les réponses, en pilote automatique. Son esprit était ailleurs, au manoir, avec Sophie, avec le bébé. La sensation que quelque chose n'allait pas, ne l'abandonnait pas, finalement. Quand il réussit à clore la réunion, il regarda sa montre. Presque 6 heures. Il était resté dehors toute la journée. Il prit son téléphone pour appeler Sophie. Il avait 12 appels manqués, tous de Mère Gisèle. Le sang d'Antoine se glaça. Il composa à nouveau, les doigts tremblants. Mère Gisèle répondit à la première sonnerie. « Monsieur Antoine, » dit-elle, la voix urgente. Et Sophie, elle est sortie de la maison juste après votre départ. Elle a dit qu'elle devait régler quelque chose et elle n'est pas revenue. Antoine sentit le monde s'écrouler. Comment ça? Elle n'est pas revenue? Elle est enceinte de 8 mois. Où est-ce qu'elle est allée? Je ne sais pas. Monsieur, elle n'a rien dit. Elle a juste pris son sac et elle est sortie. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais son téléphone est éteint. Antoine courait déjà vers sa voiture. « Vous avez appelé la police ?»« Pas encore. J'ai pensé à attendre votre retour. Appelez maintenant et envoyez-moi toutes les informations que vous avez. » Antoine raccrocha et jeta son téléphone. Sur le siège passager, ses pensées étaient un ouragan. Où Sophie aurait-elle pu aller? Pourquoi sortirait-elle de la maison comme ça, enceinte, sans prévenir personne? Et alors? La réponse vint, claire comme l'éclair. Elle était allée à l'endroit,
où tout avait commencé, à l'endroit qui apparaissait, dans les rêves des deux, à l'endroit où Raphaël avait été exécuté et Catalina avait tout perdu. Antoine ne savait pas comment il savait ça, mais il savait, et il tourna la voiture en direction de l'ancienne partie de la ville, où les ruines de l'ancienne ferme française originale existaient encore. La pluie commença à tomber, pendant qu'Antoine conduisait, une pluie torrentielle, identique à celle de la nuit, où il avait chassé Sophie. Les rues étaient presque désertes. Les gens s'étaient abrités de la tempête. Antoine conduisait comme un possédé. Chaque feu rouge était une éternité. Chaque voiture devant était un obstacle insupportable, et la sensation dans sa poitrine ne faisait que croître. La sensation qu'il arrivait trop tard, la même sensation que, il le savait maintenant, il avait ressenti il y a 200 ans, quand les soldats français l'avaient traîné vers l'exécution, quand il avait regardé Catalina pour la dernière fois, quand il avait su qu'il n'arriverait pas à temps pour la sauver. Non, murmura Antoine pour lui-même, et pendant qu'il conduisait, pas cette fois, je vais arriver à temps. Les ruines de l'ancienne ferme se trouvaient aux abords de la ville. L'endroit avait été partiellement préservé, comme site historique. Des clôtures métalliques empêchaient l'accès du public. Des panneaux avertissaient du danger d'effondrement. Mais quand Antoine arriva, le portail était ouvert. Les chaînes qui le fermaient avaient été coupées. Sophie. Antoine gara sa voiture et courut à l'intérieur. La pluie trempait ses vêtements en quelques secondes. La boue collait à ses chaussures. L'obscurité était presque totale, illuminée seulement par les éclairs occasionnels. « Sophie !» cria-t-il. « Sophie !» Aucune réponse. Il courut entre les ruines, trébuchant sur des pierres, évitant des murs effondrés. Et alors, il vit une cour, une fontaine sèche, au centre et à côté, les restes d'un arbre mort, un arbre qui, il y a longtemps, devait avoir donné des fleurs violettes, un lilas des Indes. C'était l'endroit de l'exécution, l'endroit où Raphaël était mort. Et au centre de la cour, tombé sur le sol, il y avait Sophie. Le cri qui sortit de la gorge d'Antoine n'était pas humain. « Sophie !» Il courut vers elle et s'agenouilla à ses côtés. Elle était consciente, mais pâle comme la cire. Ses mains serraient son ventre. Il y avait une flaque de liquide sous elle. Le sac a rompu. Le bébé arrivait. « Antoine !» murmura-t-elle en le voyant. « Je devais venir ici. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose m'a attiré. Quelque chose. » Elle gémit de douleur. Une contraction. « Ne parle pas, » dit Antoine, la voix désespérée. « Je vais te sortir d'ici. Je vais t'emmener à l'hôpital. » Il essaya de la soulever, mais elle cria de douleur. « Non !» Elle lui agrippa le bras. « Pas le temps. Le bébé arrive maintenant. » Antoine regarda autour de lui, désespéré. Ils étaient au milieu des ruines, sous la pluie, sans aide, sans équipement, sans rien, exactement comme Catherine l'avait été 200 ans auparavant. « Non, » dit Antoine à voix haute. « Ça ne se passera pas comme l'autre fois. Je ne laisserai pas faire. » Il sortit son téléphone de sa poche. Pas de réseau. Bien sœur. Ils étaient de trop loin de la ville. La tempête interférait avec tout. Il jeta le téléphone au sol et regarda Sophie. Ses yeux étaient grands ouverts, de douleur, de peur, mais aussi de quelque chose d'autre, de reconnaissance. « Henri », murmura-t-elle, « ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une confusion causée par la douleur. » Elle le regardait et voyait Henri,
l'homme qu'elle avait aimé il y a 200 ans, l'homme qui avait promis de la retrouver dans chaque vie, l'homme qui avait promis que leur enfant vivrait. « Je suis là », dit Antoine en lui serrant la main. « Cette fois, je suis là, et tu ne mourras pas. Notre enfant ne mourra pas. Je l'ai promis, Catherine. Je l'ai promis. » Sophie serra sa main fortement, et la contraction suivante la fit crier. L'accouchement commença là, sur le champ, dans la cour où Henri avait été exécuté, sous la pluie qui semblait pleurer avec eux. Antoine fit ce qu'il pouvait. Il enleva sa veste et la plaça sous Sophie pour la protéger du sol de pierre. Il enleva sa chemise et l'utilisa pour essuyer la sueur et la pluie de son visage. Il lui serra la main à chaque contraction et lui parla. Il dit des choses qu'il ne savait pas qu'il savait. Il parla comme Henri aurait parlé à Catherine. « Tu es forte, dit-il. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Dans n'importe quelle vie, à n'importe quelle époque, tu peux le faire. Nous pouvons le faire. » Sophie pleurait et criait et lui serrait la main jusqu'à presque lui briser les doigts. Mais elle n'abandonna pas, parce qu'elle se souvenait aussi. Elle se souvenait de l'autre fois. Elle se souvenait d'être seule dans cette pièce sombre. Elle se souvenait d'appeler Henri et que personne ne réponde. Elle se souvenait de sentir le bébé naître et de ne pas pouvoir l'entendre pleurer. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Henri était là. Cette fois, elle n'était pas seule. Le bébé naquit quand l'horloge d'une église lointaine sonna minuit. Antoine le prit dans ses mains tremblantes. C'était un garçon, petit, trempé de pluie et de sang. Et pendant un moment terrifiant, il ne fit aucun bruit. Antoine sentit le temps s'arrêter. « Non, dit-il. Non, non, non. » Il retourna le bébé et lui tapota légèrement le dos, comme il l'avait vu dans des films, sans savoir s'il faisait bien, sans savoir si cela faisait une quelconque différence. « S'il te plaît, » murmura-t-il. « S'il te plaît, vis. Tu as attendu 200 ans pour naître. Tu ne peux pas abandonner maintenant. » Sophie pleurait, tendant les bras vers son fils qu'elle ne pouvait pas atteindre. Et alors, le bébé pleura, un cri fort, puissant, vivant. Antoine sentit les larmes couler sur son visage, se mélangeant à la pluie. « Il est vivant, » dit-il, la voix brisée. « Sophie, il est vivant. Notre fils est vivant. » Il plaça le bébé dans les bras de Sophie. Elle le serra contre sa poitrine, pleurant, riant, tremblant. Et c'est alors qu'Antoine vit la marque sur la poitrine gauche du bébé. Une tache de naissance en forme de croissant de lune irrégulier, identique à la sienne, identique à celle du bébé qui était né mort 200 ans auparavant. « La promesse a été tenue, » murmura Sophie en regardant la marque. « Tu as promis que notre fils vivrait, et il est vivant, enfin vivant. » Antoine se pencha et embrassa son front. Et à ce moment-là, dans cette cour en ruine sous la pluie, 200 ans d'attente arrivèrent enfin à leur fin. L'ambulance arriva 40 minutes plus tard. Quelqu'un avait vu la voiture d'Antoine garée près des ruines et avait appelé la police. La police avait appelé les ambulanciers. Quand ils trouvèrent Antoine tenant Sophie et le bébé au milieu de la cour, ils furent choqués. « Comment est-ce possible ?» murmura l'un des ambulanciers en examinant Sophie et le bébé. Un accouchement au milieu des ruines, sous la pluie, sans aucune assistance médicale. Et les deux vont bien. C'est un miracle. Antoine regarda Sophie. Sophie le regarda. Et ils savaient tous les deux que l'ambulancier avait raison. C'était un miracle en gestation depuis 200 ans. À l'hôpital, les médecins confirmèrent que Sophie et le bébé étaient en bonne santé, incroyablement sains, dit l'obstétricienne en secouant la tête. Compte tenu des circonstances dans lesquelles l'accouchement a eu lieu,
Il est presque impossible qu'il n'y ait eu aucune complication. Antoine s'assit à côté du lit de Sophie, lui tenant la main. Le bébé dormait dans un berceau à côté. Et sur la poitrine du bébé, clairement visible, il y avait la tache de naissance. Les médecins l'avaient remarqué. « Je n'ai jamais vu une tache de naissance aussi définie sur un nouveau-né », avait dit une infirmière. « On dirait presque une cicatrice. » Antoine et Sophie avaient échangé des regards, mais n'avaient rien dit. Comment expliquer? Comment dire que cette marque était la preuve d'une promesse faite 200 ans auparavant? Que ce bébé était la réincarnation d'un enfant qui n'avait jamais eu la chance de vivre? Qu'eux-mêmes étaient des âmes sœurs qui avaient attendu 2 siècles pour se retrouver? Personne ne le croirait. Mais ils le savaient. Et c'était suffisant. Sophie regarda Antoine avec des yeux remplis de larmes. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. « Je suis votre servante. Vous êtes mon patron. Nous nous connaissons à peine dans cette vie. Et maintenant... » Antoine lui serra la main. « Maintenant, rien, dit-il. Maintenant, tout change. » Sophie déglutit. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Antoine se pencha plus près. « J'ai passé 3 ans enfermé, dit-il, depuis que j'ai perdu ma femme et mon enfant. Je me suis convaincu que je n'aimerais plus jamais, que je ne ressentirais plus jamais rien, que c'était plus sûr ainsi. » Il fit une pause. « Mais alors, vous êtes apparu. Et dès le premier instant, dès la première seconde où je vous ai vu, j'ai su que j'étais perdu. Je me suis battu contre ça. Je me suis dit que c'était de la folie, que c'était impossible. Mais vous savez ce que j'ai appris ces derniers mois? »« Quoi ?» murmura Sophie. « Que l'impossible existe, que certaines choses ne peuvent pas être expliquées, et que certaines personnes sont faites l'une pour l'autre. Peu importe le temps que cela prend, peu importe le nombre de vies que cela prend, elles se retrouveront. » Des larmes coulaient sur le visage de Sophie. « J'avais peur, avoua-t-elle. Peur que lorsque le bébé naîtrait, vous partiez, qu'elle allait réaliser que tout cela était de la folie et revenir à sa vie normale, et que je me retrouverais seul à nouveau, comme la dernière fois. » Antoine secoua la tête. « Jamais, dit-il. Je t'ai perdu une fois, Sophie. Je t'ai vu mourir sans pouvoir rien faire. J'ai passé 200 ans à porter cette culpabilité, quelque part dans mon âme, que je ne savais même pas exister. Je ne vais pas te perdre à nouveau. Je ne vais pas perdre notre enfant à nouveau. » Il se leva et prit le bébé dans son berceau. Le nourrisson ouvrit les yeux en étant bougé. Des yeux qui étaient incroyablement vieux pour un nouveau-né. Des yeux qui semblaient garder des secrets de siècles. « Quel sera son nom, Antoine ?» demanda Sophie. Sophie sourit à travers ses larmes. « Gabin, dit-elle, comme son père aurait dû s'appeler, comme tu t'appelais, il y a 200 ans. » Antoine regarda son fils dans ses bras. « Gabin, répéta-t-il. Bienvenue à nouveau, mon fils. Cette fois, ce sera différent. Cette fois, tu vivras. Je te le promets. » Le bébé ferma les yeux et se rendormit, comme s'il savait qu'après 200 ans, il était enfin en sécurité. Si cette partie de l'histoire vous émeut, si vous ressentez un serrement au cœur que vous ne pouvez pas expliquer, laissez un super thanks pour soutenir la chaîne, parce que l'histoire n'est pas encore finie, et la partie finale va révéler comment le cycle de 200 ans s'est finalement refermé. 3 jours plus tard, Sophie sortit de l'hôpital. Antoine la ramena au manoir de Valois, non pas comme servante, mais comme membre de la famille. Madame Gisèle les attendait à la porte. La vieille gouvernante avait les larmes aux yeux lorsqu'elle vit le bébé. « Il est identique, » murmura-t-elle, « identique au portrait. » Antoine s'arrêta. « Quel portrait ?» Madame Gisèle le regarda avec ses yeux, qui semblaient garder tous les secrets du monde. « Venez avec moi, dit-elle.
Il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle les guida jusqu'au grenier du manoir. Antoine avait passé des heures là-haut ces dernières semaines, à fouiller dans d'anciens documents. Mais Madame Gisèle l'emmena dans une partie du grenier qu'il n'avait jamais explorée. Un coin sombre, couvert de draps poussiéreux. Sous l'un de ces draps, il y avait un tableau, un portrait ancien. Madame Gisèle tira le drap, et Antoine sentit le monde s'arrêter de tourner. Le portrait montrait une femme enceinte. Une femme, avec le visage de Sophie. Pas ressemblant à Sophie, identique à Sophie. Les mêmes yeux, le même nez, la même bouche, la même façon d'incliner la tête. Et à côté d'elle, debout, avec une main protectrice sur son épaule, il y avait un homme en uniforme militaire, un homme avec le visage d'Antoine. En bas du portrait, une inscription à l'encre effacée disait « Sophie et Gabin, 1820 ». Sophie tomba à genoux. « C'est nous », murmura-t-elle. « C'est nous, il y a 200 ans. C'est nous ». Antoine ne pouvait pas parler. Il regardait une preuve irréfutable. Une preuve qui allait au-delà des rêves, des sensations et des mémoires fragmentées. Une preuve que n'importe qui pouvait voir. Il était Gabin. Sophie était Sophie. Et le bébé dans les bras de Sophie était le fils qui avait attendu 200 ans pour naître. Comment ce portrait existe-t-il? Réussit finalement à demander Antoine. Si Sophie est morte en couche, si Gabin a été exécuté, qui a peint cela? Madame Gisèle s'approcha du portrait. Mon arrière-arrière-grand-mère, dit-elle, la même qui a écrit le journal que vous avez trouvé. Elle était la nourrice de Sophie. Elle était avec elle. Lorsque Gabin a été exécuté, elle était avec elle. Lorsqu'elle est morte en couche. La vieille gouvernante passa ses doigts sur le visage peint de Sophie. Elle a peint ce portrait de mémoire, continua-t-elle. Après que tout soit arrivé, pour que personne n'oublie, pour que, lorsqu'ils reviendraient, ils sachent qui ils étaient. Antoine regarda Madame Gisèle. « Vous saviez, dit-il, tout ce temps, vous saviez que cela allait arriver. » Madame Gisèle sourit. « Ma famille garde ce secret depuis 200 ans. Monsieur, à attendre, à observer. Chaque membre de la famille de Valois, qui naissait avec la tache de naissance. Nous les surveillions. Nous espérions que ce soit lui, que ce soit Gabin qui revienne. » Elle regarda Antoine. « Et quand vous êtes né avec cette marque sur la poitrine, j'ai su que c'était vous, que vous étiez Gabin, qu'il suffisait d'attendre que Sophie apparaisse. » Antoine sentit les larmes couler sur son visage. « 40 ans, dit-il. Vous avez travaillé dans cette maison pendant 40 ans, à attendre. » Madame Gisèle acquiesça. « Mon arrière-arrière-grand-mère a attendu toute sa vie et n'a pas vu. Mon arrière-grand-mère non plus, et ma grand-mère, et ma mère. Mais moi, » elle regarda Sophie et le bébé, « j'ai eu la chance de voir, d'être témoin. La promesse a été accomplie. » Elle s'agenouilla devant Sophie. « Bienvenue à nouveau, demoiselle Sophie, » dit-elle. « Vous avez mis du temps, mais vous êtes finalement revenue. » Sophie pleurait. « Je me souviens de vous, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment, mais je me souviens. Vous étiez là, dans la chambre. Quand j'étais en train de mourir, vous teniez ma main. » Madame Gisèle secoua la tête, les larmes coulant également. « Ce n'était pas moi, demoiselle, c'était mon arrière-arrière-grand-mère. Mais nous avons le même visage, le même sang. Elle a tenu la main de Sophie pendant qu'elle mourait, et m'a fait promettre que, s'il revenait, je serais là pour aider. » Elle regarda le bébé. « Puis-je le tenir ?» Ni Sophie confia Gabin à la vieille gouvernante. Madame Gisèle tint le bébé avec une infinie délicatesse, regarda la tache de naissance sur sa poitrine et sourit.
Le cycle est complet, dit-elle. La malédiction est brisée. Vous pouvez être heureux maintenant. Vous pouvez enfin être heureux. Antoine s'approcha de Sophie et la serra dans ses bras. Ils restèrent là, tous les trois, dans le grenier poussiéreux, devant le portrait de 200 ans. Un millionnaire qui avait été un soldat, une ancienne servante, qui avait été la fille d'un propriétaire terrien, et un bébé, qui avait attendu 2 siècles pour respirer. Et pour la première fois en 200 ans, tous étaient réunis, comme ils auraient dû l'être depuis le début. 6 mois passèrent. Le petit Gabin grandissait sain et fort. La tache de naissance sur sa poitrine était toujours là, aussi claire que le jour de sa naissance. Mais personne ne la voyait plus comme quelque chose d'étrange. C'était une marque de famille, une marque de destin, une marque de promesse tenue. Antoine et Sophie se marièrent lors d'une cérémonie simple, mais significative, parce que l'endroit qu'ils choisirent pour le mariage fut la même cour en ruine où le bébé était né, la même cour où Gabin avait été exécuté. Il y a 200 ans, la même cour où Sophie avait tout perdu. Mais maintenant, cet endroit n'était plus symbole de tragédie, c'était symbole de nouveau départ. Madame Gisèle fut la marraine. La vieille gouvernante pleura pendant toute la cérémonie, pleura de joie, pleura de soulagement, pleura pour toutes les générations de sa famille qui avaient attendu ce moment et n'avaient pas vécu pour le voir. Ma trisaïeule serait si heureuse, dit-elle à Sophie après la cérémonie. Elle a toujours cru qu'il reviendrait, que la promesse serait tenue, et elle l'a été. Sophie l'étreignit. Tu fais partie de ça, dit-elle. Tu es la dernière gardienne, celle qui a finalement vu la fin de l'attente. Doña Mercedes sourit à travers ses larmes. Et c'est le commencement d'une nouvelle histoire, dit-elle. Une histoire sans malédiction, sans tragédie, seulement de l'amour. Antoine s'approcha des 2 femmes, portant le petit Raphaël dans ses bras. Le bébé regardait autour de lui avec ses yeux trop vieux pour son âge. Des yeux qui semblaient reconnaître l'endroit. Des yeux qui semblaient se souvenir. « Est-ce qu'il sait ?» demanda Sophie à voix basse, en regardant son fils. « Est-ce que, quelque part dans son âme, il sait qu'il a déjà été ici ?» Antoine regarda le patio. La fontaine a séché, les restes du jacaranda. « Je crois qu'il sait, » dit-il. « Je crois qu'une partie de lui l'a toujours su, tout comme une partie de nous l'a toujours su. » Sophie posa sa tête sur l'épaule de son mari. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-elle. « De m'avoir chassé cette nuit de tempête, d'avoir été si dur avec moi ?» Antoine resta silencieux pendant un moment. « Je regrette, » dit-il finalement. « Je regrette chaque seconde que j'ai gaspillée à faire semblant de ne rien sentir. Chaque jour que j'ai passé à lutter contre ce que mon âme savait déjà. » Il tourna Sophie pour la regarder dans les yeux. « Mais je sais aussi que, si je ne t'avais pas chassé cette nuit-là, peut-être que les visions n'auraient pas commencé. Peut-être que je n'aurais jamais découvert la vérité. Peut-être que nous aurions continué à vivre dans la même maison sans jamais savoir qui nous étions vraiment l'un pour l'autre. » Sophie acquiesça. « Le destin fonctionne de manière étrange, » dit-elle. « Le destin sait ce qu'il fait, » confirma Antoine. « Même quand il semble cruel, même quand il semble injuste. Au final, tout s'emboîte. » Le petit Raphaël fit un son. Ce n'était pas un pleur. C'était plus comme un soupir de contentement. Comme s'il était d'accord avec son père. La vie des Valois changea complètement après ce mariage. Antoine vendit la moitié de ses affaires. Il n'avait pas besoin d'autant d'argent. Il n'avait pas besoin d'autant de pouvoir. Ce dont il avait besoin, c'était de temps. Du temps avec Sophie, du temps avec Raphaël, du temps pour vivre la vie qui leur avait été refusée il y a 200 ans. Sophie ne travailla plus jamais comme servante,
mais elle ne devint jamais non plus une simple épouse riche et oisive. Elle trouva un but. Elle commença à étudier l'histoire de la France coloniale. Elle commença à faire des recherches sur la Révolution française, sur les révolutionnaires, sur les familles nobles qui vivaient dans les châteaux. C'était comme si, en découvrant qui elle avait été dans une autre vie, elle avait découvert aussi une passion qu'elle ne savait pas qu'elle avait. « Tu es à sa recherche ?» dit un jour Doña Mercedes, en voyant Sophie entourée de vieux livres dans le bureau. « À la recherche de Camille. » Sophie leva les yeux. « Je veux comprendre, » dit-elle. « Je veux savoir comment elle était, comment elle pensait, comment elle aimait. J'ai des flashs parfois, des souvenirs qui ne sont pas les miens, mais j'en veux plus. » Doña Mercedes s'assit dans le fauteuil à côté. « Tu es elle, ma fille. Tu n'as pas besoin de chercher dans les livres ce qui est déjà à l'intérieur de toi. » Sophie soupira. « Je sais, mais parfois c'est difficile de faire confiance aux souvenirs. Ça semble tellement impossible, tellement fou. Je me réveille d'un rêve avec l'odeur de l'écurie encore dans le nez, avec le goût des baisers de Raphaël encore sur les lèvres. Et je me demande si je deviens folle. » Doña Mercedes prit sa main. « Tu ne deviens pas folle. Tu te souviens, et ce souvenir est un don, pas une malédiction. » Sophie regarda la vieille gouvernante. « Vous croyez vraiment à la réincarnation? Enfin, avant que tout cela n'arrive. Vous y croyiez déjà ?» Doña Mercedes sourit. « Ma famille y a toujours cru. Ça s'est transmis de génération en génération. L'histoire de Camille et Raphaël, la promesse, la malédiction. Nous avons grandi en écoutant ça comme d'autres enfants écoutent des contes de fées. Sauf que pour nous, ce n'était pas de la fantaisie. C'était l'histoire de la famille. C'était une mission. » Sophie resta silencieuse, pensant. « Et maintenant, demanda-t-elle finalement, maintenant que la promesse a été tenue, maintenant que la malédiction est finie, qu'est-ce qui se passe ?» Doña Mercedes regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait. Le ciel était peint d'orange et de violet. « Maintenant, vous vivez, » dit-elle. « C'est tout. Vous vivez. Vous aimez. Vous élevez le garçon. Vous vieillissez ensemble. Tout ce que vous avez été empêché de faire la première fois. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophie. « Ça semble si simple, » dit-elle. « Les choses les plus importantes de la vie sont simples, » répondit Doña Mercedes. « L'amour est simple, la famille est simple. C'est nous qui compliquons les choses. Mais au fond, tout ce que nous voulons, c'est être avec les personnes que nous aimons. Et ça, tu l'as finalement. » Sophie se leva et étreignit la vieille gouvernante. « Merci, » dit-elle, « pour tout, pour avoir attendu, pour avoir gardé le secret, pour avoir été là quand nous avions besoin de vous. » Doña Mercedes serra l'étreinte. « Je suis née pour ça, ma fille. Maintenant, je peux reposer en paix, sachant que ma mission a été accomplie. » Les années passèrent. Le petit Raphaël grandit et devint un garçon fort et en bonne santé. Puis un adolescent, puis un homme. La tache de naissance sur sa poitrine resta là, mais il ne la vit jamais comme quelque chose d'étrange. Pour lui, elle faisait simplement partie de qui il était. Une partie importante, une partie qui le connectait à une histoire qui transcendait sa propre vie. Quand il eut 18 ans, Raphaël s'assit avec ses parents et écouta toute l'histoire. L'histoire de Camille et du premier Raphaël. L'histoire de l'exécution et de la mort en couche. L'histoire de la promesse et des 200 ans d'attente. L'histoire de comment il était né dans un patio en ruine. Bé sous la tempête, au même endroit où son homonyme était mort. « Vous pensez que je suis lui ?» demanda Raphaël après avoir tout écouté. « Vous pensez que je suis la réincarnation du bébé qui est mort ?» Antoine regarda Sophie. Sophie regarda Antoine.
Nous pensons, dit Antoine finalement, que tu es toi, que tu es notre fils, que tu es la personne la plus importante de nos vies. Le reste n'est que l'histoire. Raphaël resta silencieux pendant un long moment, et alors il sourit. Je ressens des choses parfois, dit-il, des choses que je ne peux pas expliquer, comme si je me souvenais d'endroits où je n'ai jamais été, de personnes que je n'ai jamais connues, d'une femme criant mon nom, d'un homme étant traîné par des soldats. Il toucha la tache de naissance sur sa propre poitrine. Mais vous avez raison, continua-t-il. Je suis moi, je suis votre fils, je suis la personne que vous avez élevée avec amour. Et si à l'intérieur de moi il existe l'âme de quelqu'un qui a vécu il y a 200 ans, alors je suis heureux que cette âme ait finalement trouvé la paix. Sophie étreignit son fils avec force. « Tu es un miracle », murmura-t-elle à son oreille. « Un miracle de 200 ans. » Raphaël lui rendit l'étreinte. « Je sais, maman, je sais. » Doña Mercedes décéda quand Raphaël eut 20 ans. Elle est partie en dormant, paisiblement, avec un sourire sur les lèvres, la veille. Elle avait dîné avec la famille de Valois. Elle avait raconté de vieilles histoires. Elle avait ri. Elle avait pris la main de Sophie et lui avait dit « J'ai vu des choses dans cette vie que personne d'autre n'a vues et je meurs heureuse. » À l'enterrement, Sophie a lu un texte qu'elle avait écrit. Elle a parlé de la mission de Madame Agnès, des générations de femmes de sa famille qui avaient gardé le secret, de la foi inébranlable qu'elles avaient maintenue pendant 2 siècles. Elle n'était pas seulement une gouvernante, dit Sophie, la voix brisée. Elle était une gardienne d'une promesse qui transcende le temps. Et elle a rempli sa mission avec honneur. Après les funérailles, Antoine et Sophie sont rentrés au manoir en silence. Ils se sont assis dans le salon, main dans la main. Le portrait de Camille et Étienne, qui occupaient désormais une place d'honneur au-dessus de la cheminée, les observaient. « Elle est partie », dit Sophie doucement. Antoine lui serra la main. « Mais elle a accompli ce qu'elle était venue faire », répondit-il. « Tout comme nous. » Sophie regarda le portrait. « Tu crois qu'on va se retrouver dans une autre vie, dans 100 ans, 200 ans ?» Antoine réfléchit un instant. « Je crois qu'on s'est déjà rencontrés tellement de fois qu'on a perdu le compte, » dit-il. « Et je crois qu'on va continuer à se rencontrer, non pas parce qu'il existe une malédiction, non pas parce qu'il existe une promesse, mais parce que certaines âmes appartiennent simplement l'une à l'autre. » Sophie posa sa tête sur son épaule. « Si je te retrouve dans une autre vie, dit-elle, j'espère que tu ne me chasseras pas sous la pluie. » Antoine rit, un rire génuin, plein d'amour. « Si je te retrouve dans une autre vie, dit-il, j'espère que je serai assez intelligent pour te reconnaître plus vite. » Ils restèrent ainsi pendant longtemps, 2 amants qui avaient attendu 2 siècles pour être ensemble, 2 amants qui avaient enfin trouvé la paix. Et quelque part, peut-être dans une autre dimension, peut-être dans une autre vie qui était encore à venir, Camille et Étienne souriaient aussi, parce que la promesse avait été tenue, parce que leur fils avait vécu, parce que l'amour, au final, l'emporte toujours, même si cela prend 2 siècles. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, ainsi cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un commentaire en me disant si vous croyez à la réincarnation, si vous croyez que les âmes sœurs se rencontrent à travers les vies, et si vous avez déjà ressenti cette connexion inexplicable avec quelqu'un, cette sensation que vous connaissez cette personne, d'un endroit dont vous ne vous souvenez pas, parce que ces connexions existent. Elles sont réelles, et peut-être
Seulement peut-être. Sont-elles des échos de vie que nous avons déjà vécus, d'amour que nous avons déjà eu, de promesses que nous avons faites et que l'univers se charge de tenir? Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine histoire. Une histoire sur des âmes qui se cherchent, qui se rencontrent et qui ne se perdent plus jamais.